Bon, merci d'abord pour l'invitation. J'étais en train de dire que la pédopsychiatrie est en train de devenir ma nouvelle passion. Et je pense que ce qui relie les deux, la pédopsychiatrie et la neurologie des enfants, c'est le développement du cerveau. Euh, Ça m'intéresse particulièrement pour des raisons à la fois scientifiques et personnelles. Si je viens vous en parler, c'est parce que je pense que la neurobiologie développementale donne un certain nombre de clés, y compris sur les troubles du comportement, comme on voit à tous les âges, y compris à l'âge adulte. Et donc moi, j'étais neurologue donc d'enfants à Necker, euh, où je m'occupais un peu de tout, mais la recherche était essentiellement ciblée sur l'épilepsie. Depuis que je suis à la retraite, eh bien, ça m'a permis finalement de m'intéresser à d'autres choses. Et beaucoup avec l'Algérie, où j'ai fait mon service civil en 75, en 70, pardon. Et je garde beaucoup d'affection pour les gens de ce pays, où je vais 5, 6 fois par an. Et notamment, j'ai lié des contacts avec la pédopsychiatrie là-bas. Et là-bas, on n'a pas vraiment complètement séparé la neurologie de la psychiatrie. Ce qui s'est passé en 68 en France. Et déjà, l'Algérie était indépendante depuis quelques années. Voilà. Donc, c'est ce qui me permet d'avoir un contact particulier. Alors, en neurologie d'adulte, on vous apprend ceci, c'est qu'il y a deux hémisphères qui sont reliés par le corps calleux, vous voyez, qui est ici. Il y a à la fois un cortex, qui est l'endroit où on a la conscience en particulier, la perception sensorielle consciente, et puis la motricité volontaire, bien entendu. Et puis ici, il y a des grands centres qui sont totalement inconscients, au contraire, qui gèrent des programmes moteurs, par exemple, qui perçoit la sensibilité, mais d'une façon totalement inconsciente, et puis également la vision audition. Euh, il y a au niveau de la surface du cortex des plis qui sont très profonds, vous voyez, et puis d'autres qui le sont moins. Et ces plis très profonds sont l'endroit où on voit la motricité élémentaire, la sensibilité élémentaire, l'audition, la perception du langage, l'expression du langage, et puis la vision qui est à la face interne de l'hémisphère, hein, ce qu'on appelle la fissure calcarine. Ici, on a le cervelet qui joue un très grand rôle dans la coordination, non seulement la coordination motrice, mais la coordination cognitive quand il s'agit de développement. Donc, c'est une structure d'une très grande importance. Au niveau de la zone motrice élémentaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une représentation des différentes parties du corps, ce qu'on appelle l'homunculus, avec une partie très importante dédiée aux zones qui sont disons, discriminantes, c'est-à-dire la bouche, la langue, le pharynx pour parler, la motricité de la main, bien entendu, sinon vous ne pourriez pas jouer du piano, alors que le membre inférieur, qui est ici, est beaucoup moins sélectif. Alors, il y a dans les noyaux gris centraux, il y en a deux qui sont très importantes. Ici, ça s'appelle le thalamus et c'est une étape dans le transport des informations sensorielles en particulier. Et puis ici, c'est le noyau lenticulaire où on enregistre tous les programmes qui vous permettent, par exemple, de marcher sans penser où vous allez mettre le pied, etc. Il y a une espèce d'automatisme qui permet de faire ça. Mais aussi, quand vous parlez, vous prononcez des phonèmes, il faut que la langue se mette d'une certaine façon, le pharynx d'une certaine façon, etc. Et tout ça est inscrit là-dedans, a été appris au cours du développement. Alors, dans le cortex, il y a deux neurotransmissions qui sont particulièrement importantes. Il y a le glutamate qui est excitateur, donc qui active la cellule en aval, alors que le GABA est inhibiteur, il freine la cellule en aval. Mais le plus important des récepteurs glutamate s'appelle NMDA, c'est là que se constitue toute la mémoire au niveau cellulaire, par l'ouverture d'un canal qui permet à des ions de passer. Vous voyez, ici, c'est le sodium et le calcium.
Mais cette ouverture, elle dure un temps et puis ça se referme. C'est cette ouverture et cette fermeture qui est très importante. C'est celle qui permet de constituer ces rythmes qu'on va voir sur l'électroencéphalogrammes quand je vous parlerai éventuellement de l'électroencéphalogramme. Mais l'ouverture est relativement longue, ce qui permet justement de constituer des morceaux de mémoire, des quantas en quelque sorte de mémoire. Mais il ne peut être activé qu'à condition qu'il y ait une activation précédente, qui elle est beaucoup plus brève, qui s'appelle AMPA, parce que NMDA est voltage dépendant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un peu de dépolarisation pour qu'après la stimulation puisse aboutir à un potentiel d'action. Les récepteurs sont constitués de sous-unités qui sont des protéines, qui sont codées par des gènes. Et par conséquent, il y a des maladies qui correspondent à un dysfonctionnement de chaque sous-unité. Par exemple, dans la maladie de Bourneville, il y a une sous-unité de NMDA qui ne fonctionne pas, qui est responsable à la fois de l'autisme, de l'épilepsie, du retard du développement, etc. Selon l'âge, des sous-unités changent, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont fétales, d'autres qui sont néonatales et d'autres qui sont adultes. Alors comment est-ce qu'on en arrive là? Quand vous regardez les livres initiatiques, vous ne trouvez rien. Adam et Ève ont été constitués, créés adultes. Je vous rappelle que vous lisez la Bible. La mythologie grecque un tout petit peu plus quand on parle de qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 à midi et à 3 le soir. Donc il y a un tiers seulement de l'intérêt. Quant à la mythologie chrétienne, eh bien ma foi, si on regarde bien, le Christ est microcéphale, qui est quand même un concept assez intéressant. Et en islam, on n'a pas le droit de raconter quoi que ce soit parce qu'on n'a pas le droit de reproduire ce qui a été créé par lui. Voilà. Alors, comment est-ce qu'en fait ça se passe? D'abord, il y a une cellule qui se multiplie. C'est le résultat de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Le spermatozoïde est entré à un endroit et ça donne une polarité à la cellule. Et c'est le long de cet axe que vont se constituer les différents éléments. Donc, les cellules se multiplient. Et puis, on arrive à la formation d'un kyste qui est central, que je représente à droite. Et avec donc un amas cellulaire qui est tout autour, et donc un épaississement progressif le long de l'axe dont je vous parlais tout à l'heure. Cet axe va constituer donc la plaque neurale qui va s'épaissir, devenir une gouttière et ensuite devenir un tube en se refermant. Ce tube va avoir donc une partie antérieure et une partie postérieure. La partie antérieure se sépare en deux, ce sont les futurs hémisphères, et puis ensuite on a tout ce qui est sous-cortical, qui est donc ce qu'on appelle le diencéphale, le mésencéphale, et puis ensuite on a la future moelle épinière. Alors le long de cette couche de cellules, il y a une multiplication des cellules qui vont petit à petit se différencier en futurs astrocytes, futurs neurones. En fait, neuroblaste au départ, parce que c'est une cellule qui n'a pas de prolongement, qui n'a pas d'axone, qui n'a pas d'enveloppe. Ça se multiplie, les astrocytes envoient un prolongement le long duquel grimpent les neuroblastes pour arriver à se mettre à l'endroit qui est définitif. C'est ce que je représente ici. Ils migrent le long des prolongements astrocytaires qui sont situés au bord du ventricule. Et cette migration, qu'on appelle migration radiaire, va constituer les futures cellules pyramidales. Vous voyez bien que c'est pyramidal. Et ces cellules pyramidales sont celles qui seront glutamatergiques, c'est-à-dire excitatrices. Et puis on a une deuxième migration qui part, elle, de ce qu'on appelle l'éminence sténare, qui est le futur noyau gris central. Et cette deuxième migration, elle est parallèle, elle est parallèle au cortex, et elle va constituer les neuroblastes qui en sont là vont devenir les interneurones, c'est-à-dire les neurones inhibiteurs glutamatergiques. Donc on a GABAergiques, pardon. Donc on a deux types de cellules principales dans le cortex. On est dans le cortex.
certaines excitatrices, certaines inhibitrices, dont le type de migration est différent. Alors, en même temps que ces deux migrations se constituent, il y a un épaississement progressif de la partie postérieure, vous voyez, la région occipitale, et surtout la partie frontale qui repousse la région occipitale en arrière, et puis ensuite en bas pour donner le lobe temporal. Et finalement, le lobe temporal et le lobe frontal viennent s'accoler, et donc on a la naissance de la principale scissure qui s'appelle la scissure de Sylvius. Alors, dans la partie qui est génétiquement probablement dédiée à la motricité et à la sensibilité, qui est la région rolandique, il se passe des choses étranges parce que on voit l'embryon, ensuite le fœtus, avoir des petites secousses. Et les petites secousses qui sont à l'extrémité des membres, on peut le voir en échographie au cours de la grossesse. Et vous voyez, on a la motricité représentée en bas, alors que l'activité électrique du cortex est représentée en haut. Alors évidemment, c'est quelque chose de bizarre parce que on voit que la motricité précède l'activité électrique. Et pourquoi est-ce qu'elle précède l'activité électrique? Parce que c'est pas le cortex qui génère la motricité. La motricité, elle est générée par une activité des motoneurones qui sont dans la moelle épinière. Et ça, pourquoi? Parce que les neurones ne sont pas encore réunis sous forme d'un réseau. Et quand les neurones ne sont pas encore réunis sous forme d'un réseau, ils font comme le cœur, ils ont une activité rythmique, ils battent. Et c'est en s'organisant finalement en réseau que progressivement, ils perdent cette activité spontanée. Mais du moins, cette activité spontanée est extrêmement importante parce que c'est elle qui, par la perception sensorielle proprioceptive qui monte dans la moelle épinière, arrive au cortex et dit au cortex, ici, c'est le membre inférieur gauche, ici, c'est le membre supérieur droit, etc. Donc, c'est l'activité spontanée qui détermine la carte, en quelque sorte, du cortex. Et si on coupe la moelle épinière, on va voir qu'on garde un contact entre un lien, comme ici, entre l'activité motrice et l'activité électrique du cortex, tandis qu'ici, pour le membre supérieur, alors que pour le membre inférieur, on l'a perdu. Donc ce membre supérieur, c'est ici, vous voyez le lien entre les deux, alors que le membre inférieur, c'est ici, on n'a plus aucun lien. Donc, c'est vraiment la preuve que ça passe par la perception proprioceptive. Et donc, ça construit petit à petit, ça c'est chez le rat, hein, je vous rassure. Donc, la construction du ratonculus comme l'homonculus. Donc, quand ceci se constitue, c'est parce que les neuroblastes ont commencé à faire des prolongements qui sont des axones et qui sont des dendrites, qui leur permettent de connecter et de constituer cette activité électrique. Pendant ce temps-là, alors, au moment où ils ont constitué ce réseau, il est évident qu'il ne peut plus y avoir de migration, parce que des cellules qui ont des prolongements comme ça ne peuvent plus migrer. Par contre, ce qui est à côté, soit en avant, soit en arrière, va pouvoir recevoir des nouvelles cellules et ça va s'épaissir petit à petit avec en plus l'activité l'arrivée des interneurones par migration tangentielle. Donc voilà, progressivement, un épaississement qui se fait de part et d'autre de la future scissure de Rolando. Et voilà comment se construit ce plissement extrêmement profond, qui n'est pas en réalité un plissement, qui est simplement le fait que dans la partie la plus profonde, il ne peut plus y avoir de migration, il ne peut plus y avoir d'arrivée de nouveaux neurones, et c'est là la partie, disons, l'expression de l'activité fœtale qui reste et qui pourra éventuellement se révéler plus tard dans certaines maladies. Et donc, on a cet enroulement qui permet de construire la scissure de Sylvius, et puis l'activité en quelque sorte
sensitive constitue la région de Rolando. La perception auditive, de la même façon, va constituer ce qu'on appelle les gyrés de Esch, qui sont à la partie supérieure du lobe temporal. Et puis, dans la région occipitale, on va avoir la vision qui va, elle aussi, construire petit à petit, sauf que c'est postnatal. L'activité au niveau de la rétine, ce qu'on appelle des vagues rétiniennes, vont également permettre de construire une correspondance, en quelque sorte, entre la topographie de la rétine et la topographie de la région calcaire. Alors, au début, je vous ai dit, le GABA est inhibiteur chez l'adulte. Il est inhibiteur, mais ça, c'est lié au fait qu'il y a beaucoup de chlore dans la partie extracellulaire. La partie extracellulaire, c'est-à-dire le sang, il y a beaucoup de chlore, alors qu'il y en a peu dans la cellule. Donc, quand le canal s'ouvre, le chlore va entrer dans la cellule, puisqu'il y a une différence de concentration tout à fait importante. Mais chez le fœtus, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chlore à l'intérieur de la cellule qu'il n'y en a chez l'adulte. Donc, on a, en quelque sorte, une inversion qui se fait entre le moment fœtal et le moment de l'enfance. C'est autour de la naissance que ça se modifie. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a des pompes à chlore qui sont sur la paroi membranaire, une qui va d'abord pomper à l'intérieur, donc constituer une grande quantité, une grande concentration de chlore, et ensuite une deuxième qui va apparaître, qui va permettre de sortir au contraire le chlore et qui commence à agir au moment de la naissance. Alors on a un troisième type là je vous ai parlé pour la neurotransmission excitatrice, je vous ai parlé de NMDA, qui est voltage dépendant, de AMPA, qui permet de préparer la dépolarisation de NMDA. Il y en a un troisième. Et le troisième, on ne voit que chez l'enfant. On le voit essentiellement au cours des premières semaines de la vie. Et sa caractéristique est qu'il n'est pas voltage dépendant. Mais par contre, il a une durée d'ouverture qui correspond à celui de NMDA. C'est-à-dire, c'est NMDA plus AMPA possible. Donc, vous voyez une grande excitabilité au moment où, justement, on a besoin de construire les premiers réseaux du cortex. Alors, on voit ici la diminution progressive, si vous voulez, de kainate, ça s'appelle kainate, alors que c'est remplacé petit à petit par AMPA et NMDA. Un troisième élément important, c'est que il y a une augmentation progressive du nombre d'axones et de dendrites, et cette augmentation permet d'avoir de plus en plus de synapses. Et cette construction progressive des synapses, elle a été comptée par un certain Hüttenlocher, qui a montré que dans les 10 premières années de la vie, ça augmente énormément et puis ensuite ça redescend pour finalement arriver à une situation où c'est à peu près la moitié du nombre de synapses qu'on a chez l'adulte. Ça, c'est fait dans le lobe frontal. Et comme la synapse est l'endroit où il y a toutes les mitochondries, c'est-à-dire toute l'activité métabolique, la création, la production d'énergie qui est à la base du fonctionnement du cerveau, bien entendu, eh bien, le débit sanguin cérébral et même l'activité métabolique peut être mesurée par imagerie fonctionnelle. Et ça, c'est un travail qui a été fait par Catherine dans le service à l'époque. Et vous voyez donc l'augmentation progressive du du réseau, la densification progressive du réseau. Et puis ensuite, la diminution progressive de la densité, parce qu'il y a ce qu'on appelle une stabilisation des synapses qui sont utiles et une disparition de celles qui n'ont pas servi. Ce qui fait qu'au départ, vous pourriez parler les 1000 et quelques langues qui existent sur notre globe, mais à la fin, vous allez en parler une ou deux ou trois éventuellement selon l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc cet excès, il offre des multiples possibilités, pluripotentialité, et la sélection augmente le rendement, mais fait perdre la pluripotentialité. Donc, vous êtes plus performant
dans le domaine qui a été sélectionné grâce à votre environnement. Pendant ce temps-là, vous avez la myéline qui apparaît, vous savez, ces membranes qui entourent l'axone et qui augmentent énormément le transfert du potentiel d'action. Si on n'avait pas de myéline, il faudrait que notre cerveau soit 40 fois plus gros pour avoir les mêmes performances. Mais par contre, vous voyez, il n'y a pas de diminution de la myéline comme il y a une diminution des synapses. Ça, c'est quelque chose qui se constitue, et une fois que c'est constitué, ça reste. Et on voit une corrélation entre l'apparition de la myéline et l'augmentation des capacités de l'enfant à pouvoir marcher, pouvoir parler, tout ça, c'est lié à l'apparition de la myéline qui rend le réseau beaucoup plus performant. Tout ceci commence dans la région occipitale, dans la partie postérieure. Et progressivement, elle devient de plus antérieure, et c'est le lobe frontal dans lequel ça se termine, un peu aussi le lobe temporal. Et ceci a de l'importance, vous le verrez, pour l'acquisition des comportements. Et puis, ça se termine dans les régions frontales droites, vers 20 à 25 ans à peu près. Il y a aussi une grande différence entre les deux hémisphères. Au début, c'est l'hémisphère droit qui est dominant, parce que c'est lui qui va gérer la perception globale, c'est-à-dire l'espace. Et c'est important pour tenir sa tête, pour tenir assis, pour pouvoir marcher, etc. Donc, dans les 18 premiers mois, c'est l'hémisphère droit qui est dominant. Donc, quand les neurologues d'adultes nous parlent d'hémisphère dominant à gauche, ça, c'est une vision d'adultologue qui ne correspond pas à la réalité. C'est seulement à 18 mois que progressivement, l'hémisphère gauche devient dominant parce qu'on acquiert le langage, parce qu'on a besoin d'un fonctionnement séquentiel. C'est-à-dire qu'on met les phonèmes les uns après les autres pour constituer une phrase. Alors, pendant toute cette période où il y a une augmentation de plus en plus importante de l'activité cérébrale, l'une des choses importantes pour les apprentissages, c'est la synchronisation des cellules pyramidales qui sont toutes alignées comme une palissade au niveau du cortex. Et il y en a un certain nombre qui se synchronisent et qui fonctionnent ensemble et qui vont enregistrer une connaissance nouvelle au niveau des synapses. Cette synchronisation, elle est en général, elle se fait sur un petit nombre de neurones. Mais si vous avez des difficultés d'apprentissage parce que votre cerveau est en difficulté pour une raison X ou Y, il va falloir faire beaucoup plus d'efforts pour y arriver. Et à ce moment-là, on a une synchronisation d'un beaucoup plus grand nombre de cellules pyramidales, suffisamment pour que ça puisse être enregistré sur l'électroencéphalogramme. Vous le voyez ici, ça c'est de la veille. Ça, c'est le sommeil, et quelquefois, donc, c'est très important. Les gens qui disent c'est de l'épilepsie, c'est un non-sens total. C'est au contraire une façon pour le cerveau de surmonter une difficulté. Ça se voit dans l'autisme, ça se voit dans les dysphasies de développement, le retard mental, etc. Donc, il faut surtout pas considérer que c'est de l'épilepsie et donner un antipyrétique qui réduirait le potentiel du cerveau et qui finalement ferait absolument l'inverse de ce qu'on veut. Alors ça s'appelle une synchronisation contrôlée. Mais si elle est encore plus importante et qu'elle n'est plus contrôlée, à ce moment-là, ça devient l'épilepsie et on a un emballement complet beaucoup plus étendu sur le cortex. Alors l'apparition des perceptions sensorielles chez le fœtus, elle est très précoce. Dès le 3e semestre, l'enfant est capable de réagir à la musique. Je ne sais pas pour celles d'entre vous qui sont allés au concert dans le 3e trimestre, vous avez bien entendu, vous vous êtes rendu compte que le fœtus réagit au son de la musique. Il est capable très rapidement aussi de distinguer le son de la voix de sa mère au milieu du bruit ambiant. La douleur aussi est perçue avant la naissance. Elle est mise au repos pendant l'accouchement parce que l'ocytocine, qui est un diurétique, fait sortir le chlore de la cellule et donc modifie la perception de la douleur. Et ça, c'est très important aussi pour protéger contre les phénomènes d'anoxie qui sont caractéristiques bien entendu par définition du passage au cours dans la filière génitale.
Donc, ce qui veut dire qu'il faut toujours attendre le début du travail pour envisager une césarienne, parce que sinon, les cellules ne sont pas préparées à ça. Ce qui est vrai dans le cortex est vrai aussi dans le poumon. Ça nous explique qu'il y a des problèmes de la naissance quand une césarienne a été faite avant le début du travail. À la naissance, la poursuite oculaire est inconsciente. Vous savez, on vous a dit, hein, l'enfant est capable de suivre des yeux deux taches noires sur une cible. Ça n'est pas conscient. C'est au niveau du thalamus que ça se passe. Ça ne se passe pas au niveau de la calcarine. C'est parce qu'il y a ça que la calcarine va peut-être petit à petit prendre sa part et développer la vision. Donc, c'est en quelque sorte une espèce d'échafaudage qui permet au cortex de se développer. Là, je vais vous montrer un enfant que j'ai vu en Géorgie qui avait une nécrose complète de ses régions occipitales et donc des régions de la vision. Et pourtant, il est capable d'agir de façon appropriée sans être capable de décrire ce qu'il voit. Donc, il perçoit, il agit en conséquence, mais il n'est pas capable de décrire ce qu'il voit. L'évolution de la motricité, au début, ce sont des secousses. Hein. Je vous ai parlé de ces myoclonies rapides qui caractérisent justement le petit. Et puis, il y a des mouvements en masse. Et ces secousses, elles sont surtout au cours du sommeil. Et chez le nouveau-né, la première chose qui apparaît, c'est la succion. C'est une activité de l'insula. L'insula, c'est la partie du cerveau qui se trouve là. Donc, c'est celle autour duquel l'hémisphère s'est construit en se retournant. Donc, c'est la partie qui est la plus profonde parce que c'est celle qui est devenue mature le plus tôt et qui donc n'a plus bougé, il n'y a plus de migration. Et c'est celle qui est dévolue, effectivement, aux phénomènes végétatifs et aux mouvements de succion, de déglutition, de respiration, etc. Progressivement, donc la motricité qui est des secousses, elle devient de plus en plus fine au fur et à mesure que les interneurones commencent à établir des connexions dans le cortex. Donc, elle est moins saccadée et toute cette activité élémentaire, fétale, finit par disparaître en même temps que l'activité motrice devient de plus en plus sélective, parce que pour être sélectif, il faut pouvoir inhiber tous les neurones qui ne sont pas ceux qu'on veut exciter spécifiquement pour avoir une activité ou pour avoir une perception. Voilà, alors, bon, je ne vais pas entrer dans les détails pour le développement parce que je pense que ça, vous le connaissez. Il y a quelques points qui sont importants. C'est l'acquisition progressive de la motricité de la main, qui d'abord est palmaire au contact, ensuite qui est volontaire, et puis qui devient petit à petit plus sélective et qui aboutit à la pousse, à la pince pouce index. Mais rappelez-vous qu'il n'y a pas de préférence manuelle physiologique avant l'âge de la deuxième année. Avant, quand il y a une préférence manuelle, c'est qu'il y a une hémiplégie congénitale. Alors là, je voudrais que vous regardiez cet enfant qui a 9 mois, qui réagit à son prénom, qui tient debout avec appui, qui dit des syllabes. Et regardez ce regard avide. Il nous dit qu'il cherche à acquérir la position verticale parce que il y a l'adulte qui est là, il a envie de faire pareil. Donc, pour imiter ce qui est auprès de lui. Ce n'est pas moins qu'un grasping visuel. Chez l'adulte, quand vous avez une destruction du lobe frontal, le sujet va essayer de faire accrocher tout ce qui lui passe devant, par sa bouche, par sa main, etc. Eh bien ici, c'est exactement ce qui se passe, parce que le lobe frontal n'est pas encore mature. Regardez, on est ici, donc il n'y a pas encore de lobe frontal, vous voyez. On a les régions postérieures, qui sont les régions de perception sensitive, sensorielle, mais on n'a pas encore de motricité, de planification, de décision, etc. Ça ne viendra qu'après. Mais ce manque du lobe frontal fait que l'enfant n'a qu'une envie, c'est de reproduire ce qui est autour de lui.
Donc, le développement, enfin, ça, je crois que c'est très important, l'enfant n'est en aucun cas un adulte en miniature. Hein. C'est un être différent qui est équipé de ce dont il a besoin pour se sentir bien à cet âge et pour franchir les étapes de la maturation. Voilà. Ensuite, ben, il va apprendre petit à petit à manger seul à la cuillère. Et là, le lobe frontal commence à pointer l'oreille, si j'ose dire. Ensuite, il commence à marcher, monter les escaliers, descendre les escaliers, etc. Toutes ces séquences sont apprises. C'est pas génétiquement déterminé. Je veux dire, même tenir debout n'est pas génétiquement déterminé. Vous connaissez l'histoire de l'enfant autiste de l'Auvergne hein, qui vivait complètement isolé, qui avait été perdu dans son plus jeune âge, qui n'a été contact que des bêtes sauvages quadrupèdes et qui n'a jamais acquis la tenue debout. La tenue debout est quelque chose que l'on fait par apprentissage, par mimétisme de l'adulte qui se trouve autour. Le sourire est une réponse. La verticalisation est le premier but, puis acquérir l'appréhension motrice, même après, même mettre la cuillère dans la bouche, c'est quelque chose qu'on apprend. Moi, je me suis battu, si j'ose dire, avec mes petits nourrissons, hein, mes enfants, pour qu'ils apprennent petit à petit à baisser la langue pour qu'on puisse mettre la cuillère. C'est pas quelque chose qui est naturel, ça s'apprend. Voilà, ceci, ça s'appelle des praxis, donc des gestes qui ont un but. Le noyau lenticulaire engrange toutes ces activités, hein, que ce soit pour mettre la cuillère dans la bouche, que ce soit pour tenir debout, etc. Tout ça doit être engrangé de façon à constituer des programmes qui seront activés par le lobe frontal, sous la responsabilité de lobe frontal, au fur et à mesure qu'on en a besoin. Le sommeil paradoxal est très actif à ce moment-là. C'est lui qui répète la séquence motrice et donc qui contribue à engranger ces programmes dans le cerveau. Alors, le développement de la pensée, je pense que vous connaissez ça mieux que moi. Tout ce que je vais vous dire là vient du bouquin de Gols en particulier. Au début, le bébé ne fait qu'un avec sa mère, puis il s'en sépare. La séparation de la bouche et du mamelon. La pensée est donc construite sur une pensée d'autrui, celui de la mère en particulier, à l'interface de l'endogène et de l'exogène. Ancrée sur la perception et la motricité, qui sont indissociables, avec acquisition des paires contrastées. Il reconnaît d'abord la différence entre le blanc et le noir. Le gris apparaîtra après. Il y en a qui, parmi nos politiciens, n'ont jamais réussi à franchir cet espace, malheureusement. Et le chaud, le froid, et puis petit à petit, il commence à reconnaître les sons, il commence à reconnaître les mimiques, leur signification. Donc ce sont petit à petit des perceptions sensorielles de plus en plus complexes qui se constituent, ça s'appelle des gnosies, hein, et les activités motrices de plus en plus complexes, encore une fois, qui ont un but. Alors, en se détachant progressivement de la mère, le nourrisson commence à avoir une existence propre. Ceci nécessite l'intégration de plusieurs canaux sensitifs et sensoriels et moteurs, et ça se constitue à la jonction des régions pariétales, occipitales et temporales, ce qu'on appelle le carrefour. Et c'est là que va se construire petit à petit un modèle du monde, une représentation du monde, qui va jouer un énorme rôle dans la vitesse à laquelle l'enfant arrive à percevoir des choses, à percevoir des changements. Et puis, cette région-là est en contact direct avec le lobe frontal qui va permettre de réagir en conséquence. Donc, dans la première année, le nourrisson prend conscience de la différence, plaisir des plaisirs. La mère offre à son bébé une représentation de lui qui correspond à ses attentes, gestes de bercement, regard d'amour, faisant ton égal afin qu'il le devienne. Jean-Jacques Rousseau, il n'a rien inventé. Mais comment ceci serait-il possible si l'enfant n'a pas été désiré, si la maman a été violée, si son compagnon l'a battu et finalement ils se sont séparés? Et évidemment, tout ça, ça perturbe épouvantablement la façon dont le nourrisson peut se développer. Il ébauche ainsi progressivement son territoire qui doit être distinct de celui de sa mère. Encore faut-il que la mère le lui permette. L'étape suivante est la naissance de la pensée qui repose sur celle du langage.
Alors, vous regardez maintenant le cortex et vous allez voir petit à petit une maturation centrifuge qui part de deux régions, sensitive et auditive et visuelle, évidemment. Et d'abord, c'est la perception la plus élémentaire. Ensuite, il y a la perception des gnosies, en même temps que les praxies apparaissent. Et puis, vous avez la construction d'une image du monde en même temps que vous commencez à avoir des phonèmes qui s'expriment. Et enfin, vous avez la perception du langage et l'expression du langage. Et tout ceci se fait donc par maturation centrifuge à partir des parties qui avaient maturé le plus tôt. Alors, le développement des émotions et de l'humeur, bien que tous deux soient fonctionnels dès la naissance, respectivement dans les régions temporales mésiales et fronto-basales, c'est-à-dire la partie inférieure du lobe frontal, leur régulation, leur contrôle apparaissent progressivement. L'humeur instable chez le nourrisson et le jeune enfant de moins de 3-4 ans, hein, qui facilement devient colérique, qui au contraire, tout de suite après, commence à rigoler. Ceci n'est possible, ça se stabilise par un lien entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, parce que l'hémisphère droit représente les humeurs négatives, l'hémisphère gauche dominante positive. Et donc, il y a le fait que le corps calleux devienne mature progressivement améliore cette instabilité. La violence et les abus sexuels subis au cours du développement interrompent la maturation émotionnelle parce que ça abîme considérablement les régions temporales mésiales où il y a l'hippocampe, qui est une zone très importante pour la mémorisation. Et la personne a tendance à rester au stade développemental caractéristique de l'âge auquel la violence a eu lieu. Alors que la maturation cognitive se poursuit son développement normal, le développement émotionnel et son lien avec l'environnement sont stoppés, du moins très entravés. Pour la petite enfance, le comportement reste le plus souvent à l'état magique, c'est-à-dire l'enfant qui a le pouvoir absolu, et même adulte, il se comportera comme le pouvoir absolu, c'est lui qui va décider pour tout. Et ça, c'est très, très mal perçu par l'entourage dans un certain nombre de cas. La personne est devenue incapable de prendre en compte les besoins et les sentiments de son entourage, sauf dans le monde de ses enfants, mais disons des autres adultes, ça pose vraiment des problèmes. L'enfant victime de violence, avant l'acquisition du langage, il n'en garde aucun souvenir. Mais la violence se rappelle à lui à la moindre occasion. Un vêtement de la couleur que portait l'odeur ou l'odeur de l'agresseur, l'odeur par exemple d'une lessive de ses vêtements, provoque une panique que ni la personne concernée, ni son entourage ne peuvent comprendre sans avoir assisté à la scène. Après l'acquisition du langage, l'enfant arrête son développement et on reste au stade magique. Donc, il sait tout mieux que tout le monde, il est intolérant, se considérant supérieur à l'entourage, ce qui est insupportable pour les frères et sœurs en particulier. Ceci traduit la contribution de l'hippocampe à la maturation cérébrale. Traumatisé, dans les deux cas, l'hippocampe interrompt sa maturation. Alors, ça nous amène effectivement à la maturation de la mémoire. Il faut comprendre qu'au début, la mémoire, elle est dans tout le cortex qui est hyper excitable, comme je vous l'ai montré. Donc ça permet un apprentissage sémantique. Je reconnais le visage de ma mère, je reconnais tel son, etc., etc. Mais l'enfant est incapable, le nourrisson, même devenu adulte, il est incapable de dire quand il a appris ça. Donc, à la différence de l'autre mémoire, qui est la mémoire épisodique, où il est capable effectivement de se rappeler dans quelles circonstances il a appris telle ou telle chose. Alors donc, il y a une grande différence entre connaissance, qui est la mémoire sémantique, et mémoire à proprement parler, qui est épisodique. Donc la mémoire chez le nourrisson, elle est acquise directement dans le cortex hyper excitable, avant l'apparition du langage, donc avant que la pensée se soit vraiment organisée, sans aucun souvenir des circonstances d'apprentissage. L'important est de mimer l'adulte, fait partie des fondations même de la personnalité. Alors que la mémoire épisodique, c'est l'événement est inclus dans une image du monde avant d'être amplifié par l'hippocampe
et c'est associé au langage, et par conséquent, l'enfant pourra reconstituer dans quelles circonstances il est, et éventuellement le remettre en question. Voilà, là je vais vous montrer ma petite fille, une de mes petites filles, parce qu'il y en a 5, qui voudrait bien manger son yaourt. Mais sa grand-mère a la mauvaise idée de tenir le yaourt, ce qu'elle ne veut absolument pas. Donc elle veut tenir elle-même le yaourt pour pouvoir décider de ce qui se fait. Alors pourquoi? Alors l'explication, elle est ici. 6 mois plus tôt, son père la porte dans les bras et il ne partage pas du tout le yaourt que lui-même tient et qu'elle ne tient pas, bien entendu. Donc ça, je pense que c'est une partie de ce qu'on appelle l'inconscient. Voilà. Donc jusque vers 5-6 ans, l'enfant ne sait pas faire la part entre ses émotions de réaction immédiate à un événement, la peur, la joie, et ses sentiments, la connaissance de soi, du bien-être, de la tristesse, de l'inquiétude. La gestion des émotions est assurée par le cortex orbitofrontal, comme je vous l'ai dit, et l'amygdale temporale, qui est la partie qui est un noyau qui est juste en avant de l'hippocampe et qui gère en particulier la peur. Donc, il garde une grande instabilité émotionnelle jusqu'à la fin de la myélinisation du corps calleux qui relie l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Il ne sait pas faire la part de l'entourage, de faire part à l'entourage de ses émotions, en particulier négatives. Un enfant ne saura pas vous dire pourquoi il est malheureux quand il a 4 ans. Il faut que l'adulte soit suffisamment empathique pour arriver à percevoir les choses, à se poser des questions et à être dans l'empathie avec lui pour pouvoir le guider, le faire sortir des émotions désagréables. Ce qui se passe très souvent, malheureusement, c'est que comme l'adulte ne comprend pas, il se fâche. Et quand il se fâche, l'enfant se replie sur lui-même, c'est la catastrophe. Un entourage non empathique empêche le développement des compétences sociales, mais facilite l'addiction, voire l'assujettissement, secte, banditisme, voire terrorisme. Il faut chercher vraiment des événements de ce type chez les antécédents de ces gens qui ont une déviance sociale dramatique. Le pire est de la part de l'entourage, c'est l'indifférence. Alors, les fonctions exécutives, vous savez ce que c'est les fonctions exécutives? C'est la capacité d'inhiber certaines réactions pour privilégier d'autres actions et qui tiennent compte de ces conséquences, des conséquences lointaines des décisions qu'on prend. Autrement dit, c'est une question de décision, de choix entre des possibilités qui s'offrent à nous. Moi, j'étais entouré donc de mes petits-enfants et ils vont actuellement de 12 ans à 4 ans et je les vois réagir. C'est absolument fabuleux parce que j'ai l'impression de voir leur lobe frontal qui se développe devant moi. C'est le lobe frontal, les décideurs. Donc, j'ai presque pas joué. Ça, c'est le gamin de 4 ans à qui on dit d'aller se coucher. Nous n'avons pas fini de préparer le spectacle. Ça, c'est celle de 6 ans qui est en train de préparer un spectacle pour pouvoir faire venir les adultes. Voilà. Tandis que celui de 12 ans anticipe les avantages qu'il y a à changer d'activité que l'adulte lui propose. Ni la permissivité, ni le refus systématique n'aident l'enfant à se développer. Il a besoin de l'adulte pour construire ses repères. Vers la fin de la première décennie, il sait faire le choix qui lui seront utiles et réprimer la tendance à la kleptomanie systématique. Vous l'emmenez sur un chariot dans un supermarché, il a envie de prendre tout à droite et à gauche et en fait, non. Pourquoi? Parce que on a déjà ça à la maison, parce que ici, ça c'est dégueulasse, c'est pas bio, etc., etc. L'attention se développe dans la même tranche d'âge, permettant de jouer aux mémories. Ça, c'est l'attention très importante, c'est le lobe frontal. Et de répondre moins de 4-5 secondes après qu'on vous a appelé. Quand vous appelez un enfant de 4-5 ans, si vous l'appelez alors qu'il est il est occupé à autre chose, vous n'avez aucune réponse, il fait comme si vous n'existiez pas. Le comportement de l'entourage joue un grand rôle parce que quand les adultes sont en train de zapper sur la télévision, de passer d'un truc à l'autre, comment voulez-vous que l'enfant apprenne petit à petit l'attention? Ça, c'est absolument catastrophique. Donc, l'enfant se construit en référence à son environnement. La perception est la première à apparaître
comment pourrait-il ne pas adopter les croyances de son entourage, de sa mère en particulier? C'est ce qui lui semble naturel, comme de marcher sur les deux pieds, jusqu'à la construction du langage qui est nécessaire à la manipulation des concepts abstraits, et à l'acquisition du libre arbitre. Dans les premières années de vie, il ne sait donc pas faire la différence entre ce qui est prouvé et ce qui n'est que croyance. Il trouve normal que certaines personnes soient destinées à être des esclaves. Vous voyez que les enfants, ils réagissent en disant que c'est jamais de la vie, en tout cas. Il devient facilement violent quand les parents le sont. Il ne sait pas refuser le fait d'être incesté et il ne peut pas envisager qu'il y ait d'autres religions que celle de ses parents. Pour tout ceci, il trouve a posteriori une explication rationnelle. Mais la cause profonde de ses croyances, c'est parce que maman croyait cela. De même qu'elle-même croyait cela, parce que ses propres parents le croyaient aussi. On devrait parler de croyance maternelle quand on parle de langue maternelle. Par conséquent, nous ne sommes pas conçus d'abord en tant qu'être humain, puis devenant français ou chinois. On est d'abord construit comme français ou comme chinois. Il est naturel d'être clanique, c'est-à-dire de toujours chercher celui qui vous ressemble, celui qui a les mêmes bases culturelles. C'est très difficile et cela demande une énergie énorme qui est fournie en partie par les parents lucides et éduqués de se construire comme un être humain, de considérer comme un être humain avec une culture certes différente de celle des autres, mais ni meilleure ni pire que les autres cultures. C'est effrayant parce que on a le sentiment, en reconnaissant la culture des autres, qu'on se met en danger. J'adorerais être citoyen du monde, parce que j'adore étranger d'autres cultures. Je passe mon temps à voyager, à aller raconter l'épilepsie dans les pays lointains, mais je ne le serai jamais. Je resterai toujours un Français, un jeune Anglais qui a vécu 10 ans en Angleterre avant de revenir en France et qui, le long de sa longue expérience, a ajouté les éléments d'autres cultures qu'il a particulièrement aimés. Mais ça, c'est vrai aussi pour tous les immigrés. Ils gardent leur culture, qu'on le veuille ou pas. Ils ne peuvent pas s'assimiler complètement. Par contre, ils peuvent acquérir petit à petit des éléments de la culture du milieu dans lequel maintenant ils se retrouvent. Tout est apprentissage, en référence avec l'entourage, en particulier la mère, depuis l'acquisition de la posture verticale jusqu'à la langue maternelle et compétences sociales. Il y a 2 phases distinctes, jusqu'à l'acquisition du langage, c'est la construction des fondations. Ce sont les connaissances de faits avérés ou de croyances qui sont mis au même niveau, les croyances maternelles. On aura le plus grand mal à changer par la suite les croyances, mais aussi les comportements. Avec le langage apparaît la mémoire épisodique, puis le libre arbitre, qui permet de passer au fil de la critique les informations qui nous parviennent. Au niveau de la neurotransmission, la première phase, c'est kainat. La deuxième, c'est NMDA. Les programmes moteurs, verticalisation, etc., sont acquis et stockés dans le noyau lenticulaire, hyper excitable dans la première année, consolidé par le sommeil paradoxal. Les accomplissements cognitifs sont générés dans le cortex et stockés dans les synapses du cortex sous forme de polypeptides qui sont distribués pendant le sommeil au moment où il y a une grande synchronisation en même temps qu'une forte inhibition qui nous vient du cerveau. Le rôle de l'environnement est considérable pour acquérir les connaissances parentales et leurs croyances, les codes de vie sociale, pour permettre aux jeunes d'utiliser son libre arbitre. Encore faut-il le guider dans ce sens, le protéger d'éventuelles agressions physiques ou psychiques dont pourrait ne pas avoir conscience. Voilà. Ceci est mon corps, tu n'as pas le droit d'y toucher, même si tu es mon papa ou ma maman, sauf si je te le permets. Une seconde langue vivante se construit sur des réseaux différents de ceux de la langue maternelle. Lobe frontal, hippocampe, alors qu'avant c'était, je vous rappelle, lobe temporal et la partie postérieure du lobe frontal. Là, il s'agit de la partie antérieure du lobe frontal, celle qui soutient les concepts, les abstractions. L'hippocampe, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de mémoire, et puis les régions pariéto-temporales, ceux de la langue maternelle.
Ce sont donc des réseaux de mémoire associés à ceux du langage. Il est très difficile de ne pas les activer quand on évoque des abstractions, des concepts scientifiques. Si vous demandez à un biologiste de venir vous faire une conférence alors qu'il est en train de faire sa thèse aux États-Unis, il sera incapable de faire sa thèse en français, de faire sa conférence en français. Il la fera en anglais parce que à chaque fois qu'il active des concepts scientifiques, il active le lobe frontal. Donc, il active le réseau de la deuxième langue et pas celle de la langue maternelle. Le drame que représente la séparation de la maman. Dès la vie fétale se construisent les premières racines. Dès la naissance se crée l'attachement par le regard d'amour et la tétée, le bercement. La maman est le modèle vers lequel tend le nourrisson. La langue maternelle est le véhicule sur lequel se construit la pensée. L'environnement formate la connaissance qui contribue aux fondations. Détruire le lien de la mère à la mère et supprimer la langue maternelle, ce qui est décidé quand on sépare un enfant de sa famille pour des raisons de violence ou des choses comme ça, eh bien, il risque de devenir SDF. C'est ça que fait le juge d'enfant quand on sépare un enfant de sa mère, surtout s'il est immigré. Le concept d'attachement. On est attaché pour toujours à la première personne vue à la naissance. Il en est de même pour la culture et l'entourage. L'ocytocine, dont le taux est particulièrement élevé à la naissance, contribue à l'attachement. C'est l'hormone de l'amour et de l'amitié. Mais l'attachement peut se faire à tout âge. La mère et même le père est attaché à son enfant. Les parents d'un enfant handicapé sont encore plus attachés en raison des soins incessants et prolongés qu'ils lui ont prodigués. Quand il meurt, c'est une véritable catastrophe. Un étrange attachement peut se produire dans des circonstances extrêmes. Vous connaissez le syndrome de Stockholm. Le viol, quelquefois, la victime s'attache à son violeur. Ceci peut avoir des implications politiques. Vous voyez, j'ai eu la triste privilège de voir un camp de concentration de Karlag au Kazakhstan. Ça, c'est le système soviétique. Ça venait immédiatement après la Grande Famine. Les gens ont été arrachés à leur famille, arrachés à leur milieu, arrachés à leur langue, arrachés à leurs conjoints, arrachés à leurs enfants. Et donc, ils ont perdu complètement tout attachement. Le grand camp de concentration du système soviétique. Eh bien, figurez-vous que les gens ont pleuré après, au moment où Staline est mort, traduisant effectivement un attachement. Et comment expliquer cela? Chaque personne donc avait été séparée, ils avaient perdu complètement leur lien d'attachement. Et voilà ce qui est remarquable, c'est que Staline était représenté partout sous forme d'une photo ou d'une image, et où que vous soyez, il vous regardait. Donc c'était la seule personne qui servait, qui était le repère. Les autres, là, les gens qui les surveillaient, les soldats, etc., tout cela, ils changeaient évidemment, mais le seul qui restait, c'était Staline. Donc, ces gens qui avaient perdu tout attachement, ils ont reconstitué un attachement avec leur bourreau. Et ça concerne 1 million de personnes au moins qui sont restées. Enfin arrive la puberté, et avec la puberté, l'apparition évidemment d'hormones. Ce qui est intéressant, c'est que il y a un noyau dans le tronc cérébral qui s'appelle le locus coeruleus, qui est très lié au noyau amygdalien qui se trouve dans la région temporale et qui est le ciel de la peur. Quand il y a un déséquilibre au moment de la puberté, on comprend que comme le locus coeruleus est également lié à l'hypothalamus et à la production des hormones qui vont marquer justement cet état, eh bien, il y a une plus grande fragilité avec l'apparition facile d'épisodes de terreur, voire de fuite. Voilà, en conclusion, le développement cérébral répond au modèle darwinien, procédant par sélection successive. À la naissance, les neurones nécessaires à la vie aquatique disparaissent. Les synapses et les réseaux pluripotentiels
se simplifie avec l'acquisition de la langue maternelle. C'est donc l'environnement qui guide la sélection. Le développement du cerveau sain éclaire sur la forme même du cerveau, puisque c'est ça qui va délimiter les différentes scissures. Certains comportements peuvent paraître étranges chez l'adulte, mais sont expliqués par le passé. Et certains aspects de la vie politique peuvent également s'expliquer par là. L'arrêt de la maturation émotionnelle est une conséquence des violences subies dans la petite enfance. Et le rôle de la peur est très prédominant, en particulier à l'adolescence, dont elle détermine le comportement. Les croyances sont tellement utilisées pour asservir les peuples. Apprenez à connaître vos cerveaux, comment ils se construisent, vous deviendrez plus libre, et vos enfants aussi. Merci. Ça, c'est le livre sur lequel